Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour, ça va être un épisode assez grave, sérieux, aujourd'hui parce que mon petit cœur français est inquiet. Et il y aura plein d'expressions idiomatiques aussi parce que on aime bien utiliser des images en français et la situation qu'on vit se prête bien à un discours imagé. Et aussi parce que ce sont les mots qui me viennent spontanément, comme si je parlais à mes concitoyens et concitoyennes francophones. Donc, je vais t'expliquer ou te mettre en contexte les expressions, mais je ne vais pas diminuer leur nombre. Alors, sors ton carnet pour prendre des notes et abonne-toi à la newsletter si tu veux recevoir mon cadeau avec cet épisode, une fiche qui récapitule toutes les expressions idiomatiques que j'utilise aujourd'hui. Si tu en apprends quelques-unes, tu feras un carton. Tu auras du succès avec ton examinateuriste du DALF et tu impressionneras tes amis francophones. Allez, c'est parti. Et si tu veux en savoir plus sur la politique française, je te renvoie à la saison 3 et aux épisodes que j'ai diffusés avant la dernière élection présidentielle. Les épisodes 61, 62, 63, 67, 68, 69, 73 et 75. On dirait le tirage du loto, mais ce sont des épisodes de mon podcast et les liens sont dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale après la défaite de son parti aux élections européennes, je suis en colère et inquiète. Mais surtout en colère pour l'instant. Rien, mais absolument rien ne justifie sa décision d'appeler à de nouvelles élections législatives, si ce n'est une stratégie qui sert, peut-être, parce que c'est quand même pas certain, ses propres intérêts plutôt que ceux de la nation. S'il avait voulu écouter le peuple, comme il dit, il aurait pu le faire au moment de la réforme des retraites, alors que très clairement, à ce moment-là, une grande majorité des citoyens et citoyennes étaient opposés à sa politique et lui a fait savoir. Mais il n'a rien décidé de aussi radical à ce moment-là. Appeler à de nouvelles élections alors que la popularité de son parti est au plus bas et celle du Rassemblement national au plus haut, c'est leur ouvrir les portes de l'Assemblée nationale en grand. Et je ne le crois pas assez stupide pour penser que, cette fois encore, son parti allait être considéré comme un rempart possible, comme une protection contre l'extrême droite. Les politiques menées ces dernières années ont prouvé que la majorité présidentielle entretient un climat propice à la violence, notamment policière, à la libération de la parole raciste et transphobe, et ne nous protège pas des idées d'extrême droite. Alors je me trompe peut-être et Emmanuel Macron est peut-être tellement déconnecté de la réalité qu'il pensait sincèrement que la stratégie des 2 dernières élections présidentielles allait encore une fois fonctionner. Mais je pense qu'il est très intelligent, donc j'imagine qu'il a un plan en tête, probablement à plus long terme que l'année 2024. Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas ce que c'est, et sa décision de dissoudre l'Assemblée a surpris plus d'une personne dans son parti. Donc il faudra attendre pour espérer avoir une réponse qui éclaire le sens de ses actions. Je vais utiliser les initiales des partis politiques à partir de maintenant, donc je te fais un petit topo rapide, un petit résumé. RN, c'est le Rassemblement national, anciennement FN, Front national, un parti d'extrême droite raciste et fascisant.
on a ensuite le NFP, Nouveau Front Populaire. C'est l'alliance des partis de gauche socialistes qui ne sont pas encore morts malgré ce qu'on pouvait penser après la dernière élection présidentielle. Le Parti communiste, certains partis écologistes et LFI, la France insoumise, qui est devenu le plus important parti de gauche, celui de Jean-Luc Mélenchon, à tendance radicale mais pas extrême ces dernières années. Le parti d'Emmanuel Macron a changé de nom plusieurs fois et j'ai du mal à suivre, donc je l'appelle comme ça, le parti d'Emmanuel Macron. Je crois que son nom maintenant est Renaissance. Donc je trouve que ça fait plus royaliste ou extrême que républicain. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'en souvenir. Donc je vais le désigner comme le parti d'Emmanuel Macron ou le parti de la majorité présidentielle. Alors tu as peut-être entendu dans les médias qu'on a soi-disant le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche pour ces élections. Alors c'est faux. On a le choix entre l'extrême droite, le RN, et la gauche, même pas révolutionnaire, et le parti d'Emmanuel Macron, qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui mène une politique plutôt à droite, comme je te l'ai expliqué dans le podcast de la saison 3. Et cette classification extrême droite, gauche, droite, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Et là où le parti de Macron joue un jeu dangereux, à savoir présenter le nouveau Front populaire comme l'extrême gauche, à cause de la présence de la France insoumise, c'est qu'il ne représente pas la réalité telle que les spécialistes la décrivent. Donc, le Conseil d'État a tranché selon des critères définis par des politologues et autres spécialistes pour classer les partis sur le spectre politique pour aider les citoyens et citoyennes à s'orienter. Donc, le Conseil d'État a une liste de critères et classe les partis gauche, droite, extrême droite, etc. Donc, c'est une démarche assez scientifique et basée sur des critères précis. Quand on examine de plus près le programme du NFP, qui reçoit le soutien de nombreux économistes, parmi lesquels une prix Nobel d'économie quand même, Esther Duflo, donc ce programme est moins à gauche que celui du socialiste François Mitterrand, élu en 1981, qui n'était ni radical, ni révolutionnaire, ni d'extrême gauche. Alors, la présence de LFI dans l'alliance de gauche est critiquée à cause de la présence de Jean-Luc Mélenchon, qui est problématique, on est d'accord. Mais le NFP en est conscient et semble réussir à dépasser le culte de la personnalité qui a entouré le fondateur de LFI. En tout cas, il y a suffisamment de volonté, notamment parce qu'il y a une multitude de partis, il y a les socialistes, les écologistes, etc. Donc il y a suffisamment de volonté pour écarter les menaces liées aux excès de Mélenchon. Bref, le Conseil d'État, qui n'est pas connu pour être révolutionnaire, a classé LFI et le NFP dans la gauche standard. C'est-à-dire, ce ne sont pas des partis révolutionnaires, ils ne veulent pas bouleverser les institutions hors d'un cadre démocratique ou républicain. Tandis que le Conseil d'État a maintenu le Rassemblement national dans la catégorie extrême droite, même si le RN conteste cette classification. Donc voilà, le fait que Macron et ses amis transmettent une représentation fausse de la réalité peut induire en erreur les électeurs et électrices en leur faisant penser qu'on a le choix entre deux extrêmes, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est une démarche qui est malhonnête. En tout cas, cette dissolution arrive au pire moment et au cas où tu ne comprennes pas bien tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire tous les aspects de la manœuvre, je vais t'expliquer pourquoi j'ai peur. Pourquoi je vois qu'on va droit dans le mur. Aller droit dans le mur, c'est une expression. Imagine le Titanic qui fonce inexorablement vers l'iceberg qui va le couler. C'est ça le sens de l'expression aller dans le mur. C'est quand on va à la catastrophe et qu'on ne voit pas d'issue possible. Et si le naufrage n'arrive pas cette année, ce n'est que partie remise. Ça va être décalé à plus tard. Et rendez-vous en 2027 pour la prochaine présidentielle. C'est de ça que j'ai peur.
Ou alors, peut-être que le plan de Macron est de laisser le Rassemblement national essayer de gouverner une assemblée ingouvernable pendant les 2 ou 3 prochaines années, se planter, donc échouer, et démontrer qu'ils ne font pas mieux que les autres pour mieux revenir avec son parti euh, Renaissance, ou le nom qu'il aura à ce moment-là, aux prochaines élections de 2027. Seulement, c'est là aussi jouer un jeu très dangereux. Qui sait ce qu'un gouvernement d'extrême droite aura le temps de faire ou de défaire en 2 ans et demi? Ça va toujours plus vite de supprimer des droits que de les conquérir. Le RN est climato-sceptique. Combien de pas allons-nous reculer dans la lutte contre le changement climatique s'ils accèdent au pouvoir avec une majorité absolue? Et le parti d'Emmanuel Macron a banalisé l'utilisation de l'article 49.3. Je t'ai expliqué ce que c'est dans l'épisode 97 sur la réforme des retraites. C'est un article très puissant. Ça permet à un parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée de faire passer toutes les lois qu'ils veulent. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on veut voir cet outil, cet article, dans les mains du Rassemblement national? Un Rassemblement national qui remet en question ouvertement le Conseil constitutionnel, une instance qui garantit que les lois votées respectent la Constitution. Même s'il n'est pas exempt de reproches, il est là pour garantir que les gouvernements respectent les droits fondamentaux. Si le RN en vient à le supprimer ou à le vider de sa substance, qui va garantir nos droits? L'Europe? Bon, déjà, c'est discutable. Quand on voit qu'on peut être membre de l'Union européenne et discriminer les personnes LGBTQ+, ou ne pas s'accorder sur les droits reproducteurs, notamment le droit à l'avortement, bon, l'Europe a des progrès à faire. En plus, le RN est anti-Europe, tout en profitant des salaires versés aux députés européens, malgré un taux d'absentéisme record des députés RN au Parlement européen. La belle hypocrisie. Personne ne croyait au Brexit et c'est arrivé. Personne ne croit au Frexit, ou je ne sais pas comment ça s'appellerait la sortie de la France de l'Europe, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc peut-être qu'il ne faut pas trop compter sur l'Europe pour nous protéger non plus. Le RN et compagnie bénéficient en ce moment, depuis quelques années, d'un soutien de taille qui œuvre plus ou moins en coulisses, de moins en moins en coulisses et de plus en plus ouvertement au fil des années, en la personne de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui a construit un groupe propriétaire d'un certain nombre de médias influents en France. Il a commencé en rachetant des médias indépendants connus pour leur ton moqueur ou subversif, comme Canal+, et a progressivement fait le ménage pour remplacer les journalistes par des contenus sensationnalistes et populistes. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on connaît les ravages que peuvent créer l'association des moyens de communication que sont la presse, la télé et la radio, et d'un parti à l'idéologie fasciste. Encore une raison de s'inquiéter. Alors, faire un podcast sur l'actualité, pour moi, en tant que créatrice de contenu et personne qui utilise le podcast pour informer les gens de mes services, c'est toujours délicat parce que sa durée de vie n'est pas très longue. L'actualité passe vite à un autre sujet. Mais avec ce qui se passe en ce moment, bon, d'une part, j'ai envie d'expliquer clairement mon opinion et de t'aider à comprendre les enjeux de tout ce qui se passe en ce moment. Mais aussi, on est peut-être à un moment charnière, à un tournant de l'histoire de la République française. Macron restera peut-être dans l'histoire non pas comme un sauveur, mais comme le président qui, par son comportement et ses décisions, qui, il le reconnaît lui-même, sont parfois prises seul et non en concertation avec son entourage, y compris dans son propre parti, a permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir en France. Ça fait plus de 20 ans qu'on tente, tant bien que mal, de faire barrage, comme on dit, d'empêcher ce moment d'arriver. Et lui, il est le président qui ouvre les vannes en grand pour tout faire déborder. À force de voter contre le RN depuis 20 ans et d'élire des gens qui n'ont pas besoin d'avoir le soutien de la majorité, mais juste de rassembler suffisamment contre l'extrême droite
et qui peuvent ensuite oublier qu'ils ont été élus par des gens de différents bords politiques qui appellent à des compromis, on a sans doute atteint les limites du système de voter contre. Alors peut-être qu'il faut en passer par là, en passer par amener le RN au gouvernement. Peut-être que c'est inévitable. Mais qui va souffrir dans l'opération? Moi, peut-être en tant que femme, mais moins que d'autres, c'est sûr. Je suis une femme, certes, et on voit à quel point le RN est misogyne, malgré la présence de Marine Le Pen. Tous ces discours sont contre les droits des femmes. Donc j'ai peur pour mes droits et pour ce qui va advenir du combat contre le patriarcat et contre la culture du viol. Mais sinon, je suis en haut de la pyramide des privilèges. Blanche, hétéro, diplômée, avec 2 nationalités prestigieuses, 2 passeports qui me permettent d'aller partout et la liberté de m'établir où je veux. J'ai moins de dangers immédiats me concernant. Mais j'ai des amis et une conscience sociale qui me font m'inquiéter quand même. Alors, je vais te dire un petit mot sur le mode de scrutin, le système de vote pour les élections législatives, parce que ça a son importance dans tout ce qui se passe actuellement. Un des grands enjeux, c'est la façon dont fonctionne ce mode de scrutin. Donc, c'est ce qu'on appelle un scrutin majoritaire à 2 tours. Au premier tour, on peut avoir une grande variété de candidats et candidates. Pour être élu dès le premier tour, il faut parvenir à rassembler au moins 50% des votes et que le total des votes, total des suffrages exprimés, représente au moins 25% des personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription. Si personne ne réunit ces 2 conditions, un second tour est organisé. Sont qualifiés pour le second tour les candidats et candidates qui ont réuni un minimum de 12,5% des inscrits sur les listes électorales, ou si personne ne remplit cette condition, le ou les candidates ayant réuni le plus de voix. Tous les autres candidats qui n'atteignent pas 12,5% sont éliminés. Donc, c'est cette condition, ce seuil des 12,5% minimum, qui fait qu'on a parfois ce qu'on appelle des triangulaires, c'est-à-dire qu'il y a 3 candidats ou candidates au second tour. Tu as peut-être lu ou entendu ce mot si tu as lu ou regardé les actualités françaises cette semaine, car c'est l'un des points cruciaux dans la préparation pour le deuxième tour. En effet, qui dit 3 candidats ou candidates, dit plus grande division des votes. Par exemple, s'il y a un ou une candidate RN, un ou une du NFP et un ou une du parti de Macron ou du parti de droite Les Républicains, on peut penser que le RN va gagner car les votes modérés seront divisés entre les 2 autres candidats. Pour cette raison, il y a un appel au vote républicain, c'est-à-dire pour un vote pour défendre les valeurs de la République contre les valeurs du RN, même si ça veut dire voter pour un parti du bord opposé. Il y a un appel au désistement du ou de la candidate arrivée en 3e position pour ne garder qu'un ou une candidate face au RN et une consigne donnée de voter contre le parti d'extrême droite. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a eu plus de 200 désistements pour faire barrage au RN et garder dans la plupart des circonscriptions seulement 2 candidats en face à face, le RN et l'autre parti républicain de gauche ou de droite qui est arrivé en 2e position. Mais ça a donné lieu à un épisode tragicomique dans le parti Les Républicains, qui est à droite, mais normalement c'est la droite traditionnelle, donc républicaine et pas fasciste, de plus en plus, mais c'est le parti qui plus ou moins héritier de Gaulle, de Chirac, donc des gens comme ça, de très importants de la Ve République. Et après le premier tour, son président, Éric Ciotti, a dit préférer faire une alliance avec le RN plutôt qu'avec la gauche, surprenant même les membres de son parti. Une partie des Républicains a alors décidé de virer, d'émettre Ciotti de son poste de président, parce que bon, ils sont de droite, mais pas sympathisants fascistes. Mais Ciotti a refusé, s'est enfermé dans son bureau, personne n'y comprenait plus rien. Ça aurait été à mourir de rire si l'enjeu du vote n'était pas si important.
Donc maintenant, on a une partie des républicains qui s'allie avec l'extrême droite et pourrait potentiellement donner la majorité absolue au RN grâce à cette alliance, et une autre avec le parti de Macron, certains étant même prêts ou prêtes à se désister ou voter au profit de la gauche contre le RN. En France, les sièges de l'Assemblée nationale ne sont pas attribués proportionnellement au nombre de votes obtenus. Le ou la candidate qui gagne le second tour gagne le siège de député de sa circonscription électorale. Donc peu importe le nombre de voix obtenues au total au niveau national, ce qui détermine la composition de l'Assemblée, c'est qui gagne dans chaque circonscription localement. C'est pour ça que les triangulaires et les désistements font couler autant d'encre, font beaucoup parler en ce moment. À noter aussi que les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Si on les prenait en compte au niveau national, le vainqueur du premier tour des législatives serait le vote blanc à plus de 30% des électeurs inscrits. Et si je me souviens bien, mais je ne retrouve plus la source de ces statistiques, ce serait un peu moins de 20% pour le RN et le NFP, et plus loin derrière, le parti de Macron. Petite dernier aparté, dernière note un petit peu sur le côté. J'ai fait un épisode de la saison 3 sur les femmes dans la politique française et je trouve que l'ascension de Jordan Bardella est encore une preuve du chemin qui reste à parcourir en France à ce sujet. Non seulement Jordan Bardella est du type à refuser de débattre avec la présidente de Europe Écologie Les Verts, un des principaux partis qui est arrivé, je crois, deuxième ou troisième des européennes, donc quand même une force politique qui compte. Il a refusé de débattre avec sa présidente pour une raison inconnue qu'il n'a pas voulu expliquer. Donc déjà, il y a ça. Et aussi, donc Marine Le Pen a fait beaucoup de travail de fond pour réhabiliter le FN, puis RN et le rendre crédible comme parti de gouvernement. Puis on a vu apparaître une jeune figure montante, sa nièce, Marion Maréchal, qui apparaissait toute désignée pour prendre le relais. Mais elles sont montées dans les sondages, elles ont eu des bons résultats, mais ça ne s'est jamais concrétisé comme on le voit là avec Jordan Bardella. Et un des problèmes, à mon avis, c'est qu'elles sont des femmes, et en plus, elles sont blondes. Pas facile. Et encore, Marine Le Pen a un physique plutôt viril, on va dire, pour une femme. Elle correspond pas trop aux caractéristiques typiques de la féminité, on va dire. Mais la pauvre Marion Maréchal Le Pen, avec ses airs de poupée délicate, a probablement souffert d'un manque de poigne et de crédibilité. Bardella, lui, est un beau gosse de 28 ans, charismatique, à défaut d'être brillant dans les débats d'idées, même s'il n'est pas brillant dans les débats d'idées, il passe bien sur TikTok et les selfies. Et je pense que c'est pas étranger à son succès, faut être honnête. Et sur le même sujet, ces messieurs de la majorité présidentielle ne cessent d'ignorer les femmes du NFP pour tout ramener à la figure de Jean-Luc Mélenchon. C'est fatigant. Très très fatigant. En conclusion, alors, que faire? Voter à gauche? On n'a pas trop le choix si on ne veut pas voter RN, parce que c'est ceux qui ont le plus de chances de résister à la vague de votes qui vont soutenir le RN. Donc, c'est ceux qui sont en deuxième position, donc c'est le choix le plus logique. Mais le problème, c'est que si la gauche passe, ce que je souhaite quand même, on va se retrouver dans une situation hyper compliquée. J'ai peur que ce soit reculer pour mieux sauter. C'est une expression idiomatique aussi. Reculer avant de sauter permet d'augmenter la distance pour prendre plus d'élan et sauter plus loin. En l'occurrence, ici, reculer, c'est-à-dire repousser le RN maintenant pour mieux sauter, c'est-à-dire pour leur donner une victoire encore plus grande en 2027. Ça me fait penser aux accords de Munich en 1932. Et la dernière fois qu'on a eu un front populaire en France, c'était en 1936. Alors certes, on a obtenu un certain nombre d'avancées sociales grâce à cette coalition de gauche, les congés payés, les 40 heures de travail hebdomadaire, etc. Mais on sait tous ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi sa chute en 1938. Perso, quand j'ai entendu que l'Alliance de gauche avait choisi comme nom Nouveau Front Populaire,
Ma première réaction a été: non mais vous êtes sûrs les gars et les meufs? Ça rappelle pas des très bons souvenirs. Et c'est pour ça que j'ai une boule au ventre qui ne me quitte pas. Avoir une ou avoir la boule au ventre, si tu as déjà été stressé ou effrayé en pensant à une catastrophe qui pourrait arriver, je pense que tu comprends très bien le phénomène physique décrit par cette expression. On est pris entre le marteau et l'enclume. Between the hammer and the anvil, literally. Between the rock and a hard place. Le RN maintenant ou plus tard. Toujours plus tard, la menace qui plane sans cesse depuis 20 ans. Avec un petit répit dans les années Sarkozy, qui est celui qui a fait changer de cap à la droite traditionnelle, c'est lui qui a vraiment droitisé la droite en France, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France en 2008, et rien ne s'est arrangé depuis. Bon, pour rendre à César ce qui appartient à César, une autre expression, la montée de l'extrême droite est en grande partie la responsabilité de la gauche initialement, et de Mitterrand en particulier, qui a joué avec le feu, une autre expression, sous la forme de la flamme du FN, le logo du FN et du RN est une flamme, pour diviser la droite. Et ce petit jeu s'est retourné contre le courant politique de son créateur, déchiré depuis des années entre différentes factions qui ne réussissent pas à se mettre d'accord et négligent leur électorat. Bref, si par miracle la coalition des gauches réussit à dépasser ou à faire jeu égal avec le bloc de droite dure extrême droite, on va se retrouver dans une situation hyper tendue. Un président qui n'a aucune envie de gouverner avec la gauche et une assemblée où aucune tendance n'a une majorité absolue. Non seulement il n'y aurait pas de majorité absolue, mais pas non plus de volonté de discuter et de faire des compromis. Quand il y a autant d'écart entre les valeurs des partis qui dominent l'Assemblée, la gauche républicaine et l'extrême droite, impossible de négocier avec succès. Le pays va donc être difficile, voire impossible à gouverner dans les prochaines années. Ce qui pourrait, assez logiquement, mener à une victoire totale du RN en 2027. Ils auraient une excuse toute trouvée. Non, mais on n'a pas réussi à redresser la France parce que vous voyez, la gauche nous en a empêchés à l'Assemblée, on n'avait pas tous les pouvoirs nécessaires, donnez-nous une majorité absolue et vous pourrez nous voir vraiment entrer en action et changer vos vies à partir de 2027. Moi, c'est ça qui me fait peur en fait. Peut-être que c'est le vrai visage de la France, celui qui ressurgit régulièrement. Et les épisodes plus à gauche de notre histoire ne sont que les exceptions qui confirment la règle, et ils sont vite punis par un retour du conservatisme, comme un élastique ou un boomerang qui revient à sa position initiale. La France est un pays globalement plutôt à droite, où patriarcat, misogynie et racisme ordinaire sont fréquents, malgré sa réputation et son marketing qui glorifie les épisodes de liberté, fraternité, égalité, tout en faisant le silence sur les autres épisodes de notre histoire beaucoup moins glorieux de non-respect des droits humains. Je te renvoie à la série d'épisodes que j'ai mentionnés dans l'introduction, notamment celui qui est intitulé « La France est-elle de gauche ?» ou « La France est-elle de droite ?» Je ne sais plus quel était le titre, mais la conclusion était que la France est globalement de droite et conservatrice. Bien sûr, le tableau n'est pas tout noir et comparé à d'autres pays, il fait bon vivre en France et on a encore énormément de possibilités, de droits, etc. Notamment quand on est étranger, qu'on vient étudier en France, qu'on vient immigrer en France, quand on est un bon immigré, entre guillemets, on peut avoir encore accès à des possibilités comparables à celles des natifs français. Mais jusqu'à quand? Ça, c'est la grande question. Si le RN arrive au pouvoir, est-ce qu'il y aura officiellement, maintenant c'est officieux, mais est-ce qu'il y aura officiellement une catégorie de bons immigrés et de mauvais immigrés et comment on trie entre les deux? Toutes les personnes qui ont la double nationalité, qui ont acquis la double nationalité, des questions vont se poser là-dessus aussi. Donc, ça peut te concerner aussi dans le futur. On est à l'abri de rien. Donc, il fait encore bon vivre en France, mais on est loin de l'image d'Épinal qu'on voit de l'extérieur et la pauvreté augmente aussi, mais comme un peu partout en ce moment. Donc, je terminerai sur la citation célèbre du pasteur Martin Niemöller dans sa traduction française.
Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Dans cette ambiance, après les élections, ça va être très sympa les JO de Paris, dont pas grand monde ne voulait si ce n'est les politiques. Mais enfin, le peuple français étant ce qu'il est, on va peut-être tout oublier le temps d'un été, comme pendant la Coupe du Monde de foot 1998, pour se réconcilier pendant un mois, à condition que la France gagne des médailles, avant de se réveiller avec une méchante gueule de bois, hangover, à l'automne, et de réaliser le bordel dans lequel on est empêtré, coincé ou bloqué. Sur ces mots très optimistes, je te laisse pour cette semaine et je te retrouve dans 2 semaines ou 3 semaines peut-être parce que je suis en train de préparer mon déménagement. Mais je te retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison 5. Cette fois, ce sera le dernier. J'ai fait un petit ajout non prévu sur l'actualité, mais le prochain sera le dernier de la saison 5. Mais je reviendrai pour une nouvelle saison, ne t'inquiète pas. À très bientôt et encore merci de ta fidélité. Ciao, ciao. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.